Bonjour à tous, ravi de vous retrouver cette semaine pour deux émissions spéciales à l'occasion du deuxième congrès mondial sur les baleines à bosse, et vous l'aurez compris, qui se déroule à La Réunion. Et c'est une grande première. Plusieurs rendez-vous viendront ponctuer cette semaine au musée Stella à Saint-Leu, et vous y êtes bien sûr conviés, notamment ce jeudi, afin d'en savoir plus sur les baleines à bosse, rencontrer des scientifiques qui travaillent au plus près de cette espèce, mais aussi des personnes comme vous et moi qui leur consacrent toute une vie. Rendez-vous dans quelques secondes. Notre voyage commence de l'Antarctique vers les eaux chaudes de l'océan Indien. Des montagnes glacées, en passant par les côtes tropicales. Je te sens grandir. Je t'emmène dans ce paradis aux eaux claires, loin, très loin des dangers, dans ce havre de paix où nous sommes admirés, là où tu verras le jour. Ça y est, nous y sommes. Ouvre les yeux. Deuxième congrès mondial sur les baleines à bosse, du 3 au 7 juillet 2017 à Stella Matutina. Ensemble, soutenons le chemin des baleines au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je me tourne maintenant vers nos invités sur notre plateau. Monsieur Didier Robert, vous êtes le président de la région Réunion. Bonjour. Bonjour. Et monsieur François-Xavier Meyer, alias Fifou, puisqu'on vous appelle tous comme ça, responsable scientifique de l'association Setamada. Bonjour à vous. Bonjour. On sait que la saison des baleines a débuté. Est-ce qu'elles sont au rendez-vous cette année? On a eu la chance, elles nous ont devancé. Elles viennent en même temps que le congrès mondial des baleines à bosse. Elles ont été visibles un peu partout dans l'océan Indien, à La Réunion, à Madagascar et encore dans beaucoup d'îles. Ça promet voilà, une saison forte, j'espère en tout cas, parce qu'on les attendait avec impatience. On parle depuis quelques années maintenant de ce chemin des baleines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment justement cette migration des baleines fait qu'elle passe par chez nous? Alors déjà, je voudrais vous reprendre parce qu'elles ne passent pas seulement dans nos îles, elles viennent de nos îles. On vient toujours de là où on est. Les baleines naissent autour de la Réunion, naissent autour de Madagascar, naissent autour des Mascarenes, et puis elles ont faim et elles viennent s'alimenter dans des eaux un peu plus fructueuses en poissons, dans les eaux froides de l'Antarctique. Donc je dirais qu'elles reviennent sur leur lieu. Voilà. Et elles utilisent ce chemin des baleines qui tourne autour de Madagascar et autour des îles des Mascarenes, voilà, le long de la côte est africaine. C'est une formidable migration qui est vraiment observable le long des côtes, puisque les baleines à bosse sont des baleines côtières. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse un peu plus à elles, parce que elles sont accessibles à l'homme. Est-ce qu'on sait plus ou moins le recensement, combien de baleines fréquentent chaque année les eaux de l'océan Indien? Alors, on va dire qu'on est dans une population entre 50 et 60 000 individus qui représentent à peu près voilà, une grande partie des baleines à bosse dans le monde, voilà, car ça représente vraiment le côté de l'hémisphère sud, voilà, tout le sud-ouest de l'océan Indien. Monsieur le Président, on se pose la question, pourquoi un congrès mondial des baleines à bosse ici à La Réunion? Vous savez, vous connaissez l'engagement de la région, vous connaissez notre engagement pour tout ce qui touche à la biodiversité, tout ce qui touche à la protection de notre patrimoine naturel. Et nous veillons effectivement à la région Réunion à faire en sorte que nous soyons dans une démarche qui soit la plus vertueuse possible entre économie et écologie. Donc c'est tout naturellement que nous avons bien sûr accepté. Nous sommes très fiers aujourd'hui de pouvoir accueillir ce deuxième congrès mondial des baleines à bosse. Le premier s'est tenu effectivement à Madagascar, à l'île Sainte-Marie plus exactement, et donc l'association Setamada qui nous a transmis finalement ce très beau cadeau pour que nous puissions effectivement ici à La Réunion accueillir aujourd'hui pendant 3-4 jours maintenant donc des scientifiques du monde entier qui vont venir travailler ensemble et réfléchir ensemble sur toutes les questions qui touchent finalement au développement des baleines à bosse dans un souci qui est celui de mieux comprendre et celui également de préserver et de mieux préserver demain. Oui, puisqu'en 2013, en présence de l'Organisation mondiale du tourisme, vous lanciez ce projet d'inscription au patrimoine de l'UNESCO de ce chemin des baleines. Qu'en est-on aujourd'hui? Est-ce que le chemin est en bonne voie? Oui, je peux dire que le chemin est en bonne voie. C'est un travail de longue haleine, donc il faudra encore du temps, il faudra encore de longs travaux d'explication et de sensibilisation pour que nous puissions à un moment donné obtenir le fait effectivement que ce chemin qui est emprunté aujourd'hui par les baleines à bosse, et pas simplement les baleines à bosse, par les baleines de manière générale, donc qui viennent effectivement de nos côtes, qui descendent dans les mers froides et puis qui reviennent, que ce chemin-là soit un chemin qui soit sanctuarisé, totalement sanctuarisé. Il y a des risques évidents de collision, il y a des risques évidents de pollution,
il y a encore, alors non pas dans l'océan Indien puisque nous sommes sanctuaires depuis plusieurs années maintenant, mais il y a encore une vigilance à avoir sur la question de la pêche, de la chasse à la baleine. Et donc ces différents sujets exigent aujourd'hui, de mon point de vue, qu'il puisse y avoir un espace sanctuarisé, donc qui est un chemin qui serait effectivement emprunté aujourd'hui, qui va jusqu'à Madagascar, donc la grande île, mais également, comme le disait Fifou, donc les îles des Mascareignes. Donc c'est un travail que nous menons à La Réunion, mais que nous menons aussi avec, bien sûr, l'ensemble des autres pays concernés, puisque ça ne concerne pas simplement La Réunion France. Aussi, et c'est vrai que dans la zone océan Indien, on s'en souvient qu'il y a quelques jours encore, vous étiez à Maurice. J'étais avec la présidente de la République de l'île Maurice et puis un certain nombre d'autres acteurs pour continuer à plaider donc ce sujet et proposer notamment la création peut-être d'une agence spécifiquement réservée au sujet et à la question donc, de la biodiversité et qui regrouperait donc Madagascar, les Seychelles, les Comores, donc Maurice et la Réunion, et donc qui nous permettrait d'avoir un espace de travail et de réflexion uniquement consacré, encore une fois, à ce sujet du climat et de la biodiversité. Tout à fait. Monsieur Mayer, vous faites partie de ce comité scientifique donc présent ici pour ce 2e congrès mondial des baleines à bosse. Vous qui avez observé depuis de nombreuses années cette espèce, qu'est-ce qui vous a le plus fasciné ? C'est une espèce qui est fascinante déjà par sa taille, mais aussi par son approche. On a une taille qui est énorme, mais finalement, on n'a pas cette peur d'avoir un animal gigantesque à côté de nous. La baleine a vraiment un moyen d'amadouer, en fait, comme beaucoup d'êtres humains, comme le dauphin aussi le vent, d'amadouer l'être humain et d'être vraiment très proche. C'est un mammifère, nous sommes des mammifères, et donc c'est toujours quelque chose d'extraordinaire de voir une baleine. On peut en voir tous les jours, et tous les jours ça sera différent, et tous les jours ça sera avec une émotion encore plus forte. Et je vous propose maintenant de découvrir justement en images l'association Setamada. Un géant aux acrobaties majestueuses peuple nos océans. La baleine à bosse est l'un des mammifères marins à parcourir le plus de kilomètres dans son chemin migratoire, 25 000 par an entre les eaux froides de l'Antarctique et les eaux tropicales pour se reproduire. Longtemps chassé en masse, le cétacé est maintenant une espèce protégée pour éviter son extinction. Au XXe siècle, la population globale a diminué de 90%. Aujourd'hui, elle augmente d'environ 7% chaque année. Certaines associations scientifiques mettent un point d'honneur à protéger cette espèce, en commençant par apprendre ses comportements. À Sainte-Marie, à Madagascar, Setamada œuvre depuis 2009 à l'étude de la baleine à bosse, d'abord pour essayer de comprendre ses déplacements. Nous avons commencé un projet en 2012 qui s'appelait le projet Baobab, et c'était à partir de ça qu'on a commencé à mettre des tags sur les baleines, et justement l'objectif était de suivre leur déplacement dans les zones de reproduction. C'est des balises Arcos, on appelle ça, satellitaires. Donc ça nous permet en fait, quand la baleine sort à la surface, parce que le tag il est posé à côté de la nageoire dorsale. Donc une fois qu'elle fait surface, ça nous permet, ça capte les satellites et ça nous donne les points GPS en temps réel de déplacement de la baleine. En fait, ça nous a par exemple permis de savoir que une mère accompagnée de son baleineau peut faire jusqu'à 100 km en 24 heures et que en fait, les baleines restent à peu près 4 jours à Sainte-Marie et qu'ils parcourent de très longues distances même dans les zones de reproduction. Et après, il faut que tu cherches... Autre technique pour collecter ces données, la photo-identification. Voilà. Lors de sorties en mer, les éco-volontaires se placent debout en poupe du bateau pour prendre des clichés bien spécifiques. La nageoire caudale, surtout la face interne, est unique pour chaque baleine. C'est à peu près comme nous, c'est l'empreinte digitale, donc c'est unique à chaque individu. Donc ça permettra de, chaque année, si elle revient, on prend la photo de sa nageoire caudale et on peut estimer que cette baleine-là revienne ici chaque année. C'est pas seulement la nageoire caudale qu'on prend en photo, mais aussi la nageoire dorsale, et des fois on peut trouver des blessures sur la peau de la baleine. Peut-être aussi qu'on peut trouver des filets laissés par les pêcheurs, et ça permettra de mieux conserver, de mieux étudier quels sont les dangers pour ces baleines lorsqu'ils traversent le canal de Sainte-Marie. Ces clichés sont ensuite regroupés dans une base de données appelée Cetanet qui permet de recenser le plus précisément possible la population des baleines à bosse dans le canal de Sainte-Marie. Une interaction encore peu connue de ces mammifères marins, c'est leur moyen de communication. Pour cela,
les scientifiques mettent en place des stations d'enregistrement sous-marines équipées d'hydrophones. NIAR a pour mission d'étudier le chant des mâles. Pour étudier un chant particulier, donc, il faut d'abord un individu solitaire pour ne pas confondre les chants, parce que si tu as plusieurs mâles en même temps, tu ne peux pas savoir lequel de ces individus a produit le chant. Nous mettre l'hydrophone dans l'eau et écouter s'il chante ou pas. Il y a une différence entre les chants et les sons. Déjà, les sons, ils peuvent être produits par les mâles tant que les femelles. Il y a aussi les baleineaux qui produisent des sons, alors que les chants, ils sont uniques aux mâles. Mais une protection de ces baleines à bosse ne pourrait s'avérer efficace sans un engagement de la population elle-même. CETAMADA s'efforce donc d'engager des étudiants malgaches pour cette collecte de données, des stagiaires qui sont appelés éco-volontaires. En général, là, des étudiants qui vont faire des stages et qui vont intégrer l'équipe scientifique de l'association. Ceux-là, ils vont être encadrés par Anzar, qui est notre leader scientifique. Ils vont, dans le cadre d'un stage, participer à une collecte de données plus poussée, où là on va faire, au-delà de la photo-identification, des prélèvements génétiques avec des biopsies, éventuellement de la pose de balises sur ces baleines, une saison complète de prélèvements scientifiques à bord du bateau de recherche. Au-delà des jeunes étudiants, c'est une population entière que CETAMADA tente de sensibiliser. Pour cela, l'association se base sur les croyances des Saint-Mariens, qui voit en la baleine un véritable dieu des mers. Dans le temps, Sainte-Marie a toujours connu la famine, surtout pendant les mois de mai et juin, le riz et le manioc n'étant pas prêts pour la récolte. Donc, la croyance poussait les ancêtres à invoquer la baleine, pour qu'elle donne en offrande son baleineau à la population. Ainsi, des jeunes filles vierges étaient installées dans des pirogues et chantaient auprès de ces baleines pour nourrir les villages. Les Saint-Mariens ont aujourd'hui conscience de l'importance des baleines. La plupart des sculpteurs sur bois en ont même fait leur emblème. Mais il reste encore un long chemin à parcourir pour sa protection. Chaque année, CETAMADA organise donc un festival des baleines, défilés de chars, conférences de scientifiques, projections de films, autant d'approches de ce géant des mers pour susciter des vocations. On va essayer au fur et à mesure d'augmenter à la fois les volontaires malgaches, mais également les salariés au niveau de l'association, puisque c'est avant tout le patrimoine malgache qu'on protège ici. Donc voilà, c'est normal qu'il y ait de plus en plus l'implication des malgaches, pas que à Sainte-Marie, mais même sur la Grande Terre, à Tana, puisque moi, par exemple, à l'origine, je viens de Tana, comme Manzar, notre leader scientifique. Donc toutes les deux, on est issus de l'université de Tananarive. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Cet engagement scientifique et populaire a poussé peu à peu la politique locale à entrer en scène. Le président malgache, présent pour la première fois au Festival des baleines, s'est engagé en faveur de la protection de ces mammifères marins. C'est un grand événement, à la fois pour Madagascar et je dirais pour le monde entier, parce que lorsqu'on dit baleine, c'est quand même un patrimoine mondial, je dirais. Il reste ici 3 mois. C'est vraiment, je dirais, d'une ampleur internationale. Madagascar a décidé de créer une loi sur la protection des mammifères marins en général et principalement des baleines à bosse. Une loi qui permettrait au pays d'accéder à la Commission baleinière internationale dans les prochaines années. Le gouvernement malgache ne compte pas en rester là, puisqu'il souhaite participer à un projet de la région Réunion, inscrire une route des baleines tout autour de l'océan Indien au patrimoine mondial de l'UNESCO. FIFO, voilà, comme votre association, il y a aussi des associations réunionnaises comme Globis ou Abyss qui font aussi ce travail de prévention, de recherche. Est-ce que ce travail porte ses fruits au niveau de Madagascar ? Il est important d'être proche du public qui va observer ces mammifères marins, de sensibiliser dans les écoles et aussi d'utiliser en fait ces plateformes de recherche qui sont la science participative. Voilà. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de budget pour pouvoir vraiment faire de la science et avoir des grands bateaux de recherche et vous donner toutes les réponses qu'on voudrait avoir sur les baleines. Et donc utiliser ces plateformes touristiques, le whale watching comme on appelle, mettre des scientifiques à bord qui aussi vont animer ces sorties. Voilà, ce sont ces actions que font toutes ces associations dans l'océan Indien, que font l'association CETAMADA et qui utilisent
le Whales Watching comme plateforme de recherche scientifique. C'est un vrai lien qui est important et qui permet de sensibiliser les gens. Et donc c'est un programme qui est très vaste. Il ne faut pas se concentrer uniquement à la science ou à la sensibilisation ou à l'économie. Tout ça, tous ces facteurs doivent être liés. C'est un vrai équilibre. Et j'invite justement aux téléspectateurs d'aller visiter votre site, c'est amada.org. Nadia Decker nous a rejoint, bonjour. Bonjour. Vous êtes entre autres la commissaire française au sein de la Commission baleinière internationale. Elle existe depuis 1946, 90 pays adhérents. Comment intervient la CBI dans la zone océan Indien? Alors comme vous l'avez dit, effectivement la CBI elle a été créée en 1946 et donc l'idée de départ c'était de réglementer la chasse à la baleine. Pourquoi? Parce qu'en fait une très très grande partie des stocks de baleines, notamment dans l'hémisphère sud, avaient été décimés par des années de pratiques de chasse absolument non réglementées. Donc en 1946, on a créé cette commission baleinière avec des quotas. Ça n'a pas suffi pour reconstituer les stocks. En 1979, on a créé notamment ce sanctuaire dans l'océan Indien. Donc, il y a également un sanctuaire aussi un peu plus bas austral. L'idée était d'avoir une zone entière où la chasse commerciale serait entièrement interdite. Il faut savoir qu'en 1986, il y a carrément un moratoire sur la chasse commerciale qui a été adopté. Donc il y a plusieurs personnes qui vous diront « Ah bah puisqu'il y a un moratoire mondial sur la chasse commerciale, les sanctuaires ne servent plus à rien ». C'est l'argument qui a été avancé aussi par certains pays pour dire non, donc un nouveau projet de sanctuaire dans l'Atlantique Sud. Il faut savoir que ce moratoire en fait n'en est pas vraiment un. Finalement c'est un quota qui a été mis à zéro. Donc il est parfaitement probable que certains pays se disent bon, bah, les stocks sont reconstitués, donc maintenant on n'a plus besoin de ces quotas zéro, on peut les augmenter. Et donc l'idée c'est de se dire, même si un jour le verrou du moratoire mondial saute, on aura toujours ces sanctuaires où la pratique de la chasse commerciale sera de toute façon interdite. L'avantage de ces sanctuaires, c'est également un vecteur de coopération. Finalement, il y a toutes sortes d'activités qui se greffent autour. Et donc c'est un des arguments qu'on avance aussi pour dire, regardez ce qu'on fait dans le sanctuaire austral ou dans l'océan Indien, les pays se mettent ensemble et donc voilà, ça serait intéressant d'en avoir un également dans le sud de l'Atlantique. François-Xavier Meyer, les populations semblent maintenant être sensibilisées au sort des baleines à bosse. Est-ce qu'aujourd'hui les décisions sont prises, justement, Madame Decker nous en parlait au niveau mondial, et est-ce qu'on peut faire plus pour sensibiliser sur le sort des baleines? Alors, on a la chance que dans l'océan Indien, les populations ne sont pas les directs acteurs possible de la chasse à la baleine. Voilà, mais ce sont des populations qui peuvent être victimes de la chasse dans les eaux internationales, puisque en fait, voilà, le sanctuaire de l'océan Indien couvre des eaux internationales. Ces populations qui maintenant voient l'économie autour de la baleine voilà, être profitable, voilà, dans des différentes zones côtières de l'océan Indien, eh ben, voient cette économie profitable et vont être conscients et vont vouloir justement protéger ces espèces. Voilà. Donc c'est vraiment une action des populations et une action aussi politique qui doit être liée, voilà, et économique qui doit être liée justement pour pouvoir conserver ces espèces dans ce sanctuaire. La sensibilisation se fait également au niveau local et nous allons vous rejoindre. Émilie, bonjour. Bonjour Dominique, alors le congrès des baleines a débuté ce matin avec quelques visites et des expositions justement au musée Stella. Je suis actuellement en compagnie d'une enseignante et de deux étudiantes sur le point d'observation. Mais avant tout, je te propose de regarder les impressions des élèves en primaire. Elles viennent sur ce sol qui viennent à la Réunion pour se reproduire. Chez les baleines, on le reconnaît comment les baleines? Mademoiselle? La queue. Donc sur la queue, il y a forcément des indices qui indiquent que c'est telle ou telle baleine. Déjà les espèces de baleines, comment reconnaître les baleines. Et en fait, pour reconnaître les baleines, c'est simple, on peut les reconnaître par leur queue parce que c'est pas pareil. Il y en a qui sont plus noires, il y en a qui sont plus blanches, plus petites, plus grosses. En fait, dans l'expo, on peut voir tout sur la vie des baleines. On peut voir comment ils se déplacent, comment ils se nourrissent, comment les baleines migrent, voyagent de pays à pays. Il y a aussi une petite particularité aussi, l'histoire des baleines. Depuis que l'homme est sur Terre ou depuis qu'il y a les premiers êtres humains, où apparaît la baleine. En fait, c'est un petit peu tout ce qui est la baleine de sa naissance à sa mort et aussi tout ce qui concerne sa vie
toute sa vie finalement dans l'océan. Nous, on est ici. Tu vois le petit rond blanc là? Ben, on est tout petit, la Réunion, l'île de la Réunion. Et ben nous, on se trouve ici, d'accord? On a appris plein de choses sur les baleines, les dauphins, et les poissons et les cétacés. Elles mangent du krill, des petits poissons. Parfois, elles sautent. Elles peuvent pas respirer sous l'eau, du coup, elles remontent à la surface pour boire de l'eau, pour respirer. On a fait une baleine qui mesurait 4 mètres. On a pris du grillage, après on a mis du papier dessus. On a mélangé de l'eau et de la farine pour coller du papier journal. Alors Dominique, je suis en compagnie de Sophie, qui est donc enseignante de SVT au lycée Roland-Garros au Tampon. Bonjour Sophie. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'un élève, quelle est l'importance pour vous du congrès ? Alors, le congrès a pour but de sensibiliser sur les baleines à bosse et donc de vulgariser ce sujet. Et donc, je trouvais important que nos élèves y participent. C'est important pour vous cette sensibilisation ? Alors oui, parce que c'est les jeunes de demain, c'est la planète, c'est eux qui vont la porter bientôt. Et donc c'est à eux qu'il faut laisser des choses durables. Très bien. Alors dites-moi maintenant les filles, est-ce important pour vous de participer à cet événement ? Bien sûr, parce que les baleines sont des mammifères marins vivants qui viennent se ressourcer sur nos eaux. Et donc l'océan Indien, c'est notre océan, donc il faut, c'est très important pour nous. En plus, on étudie en seconde la biodiversité au lycée. Et c'est plus intéressant de le voir en vrai, parce que du coup, c'est plus visuel et c'est plus concret. Voilà. Vous avez déjà eu l'occasion d'en voir ? Oui. Non, moi non. C'est très grand. C'est immense. J'ai eu la chance de nager avec une baleine à bosse et son petit dans les eaux territoriales de Mayotte. Et c'est un phénomène qu'on retient. C'est pour ça que ce sujet m'a particulièrement sensibilisée. Très bien. Merci beaucoup. À toi Dominique. Merci Emeline. Stéphanie Sorby, bonjour, vous nous avez rejoint sur notre plateau, vous êtes étudiante en droit et vous préparez une thèse sur le chemin des baleines. Alors les téléspectateurs pourraient se poser la question, quel est le lien entre baleine et juridique ? Bien, il faut savoir que le droit est à l'origine de beaucoup de choses. Toutes les réglementations de protection, la charte d'approche fait aussi partie du droit. Donc pour protéger nos baleines et pour mettre en œuvre des sanctuaires, eh bien, il va falloir utiliser le droit, trouver des accords avec d'autres États ou d'autres territoires. Et le chemin des baleines, c'est un sujet qui me donne l'occasion de traiter des différents accords qui peuvent être faits dans la zone pour protéger les baleines. Parce qu'il faut savoir que les baleines, quand elles se déplacent, elles ne vont pas tenir compte, bien évidemment, des limites juridiques des eaux souveraines de chaque État. Donc elles vont se déplacer dans toute une zone, une large zone, d'où l'importance de créer des accords avec ces pays, de s'arranger, par exemple, de mettre en place une charte d'approche pour tous ces pays dans une zone bien précise. Donc c'est ça mon travail, c'est essayer de regrouper les États autour d'une coopération régionale pour que ce projet puisse aboutir. Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, en ce moment on parle beaucoup des baleines, je vais faire ma thèse là-dessus, ou est-ce que c'est vraiment un projet personnel au final ? Non, c'est vraiment personnel. Moi, je suis réunionnaise, j'adore la mer, j'ai toujours été passionnée par l'environnement marin. Et donc du coup, petit à petit dans mes études de droit, j'ai essayé de m'orienter vers ce qui me plaisait le plus, le droit de l'environnement, les aires marines, et je me suis spécialisée dans le milieu marin et donc en droit de l'environnement. Et c'est suite à cela que j'ai décidé de faire ma thèse sur le chemin des baleines, puisque c'est un projet dont on commençait à parler un petit peu à l'époque. Et quelles sont les propositions ou scénarios que vous envisagez pour remédier à ce Alors problème ? c'est un peu complexe parce que c'est très juridique, mais pour faire simple, comme je vous disais, on peut très bien envisager que la Réunion ou la France fasse des accords avec Madagascar ou avec les Seychelles pour essayer de protéger une zone commune. Ou alors on peut envisager un accord plus large qui va réunir beaucoup plus d'États.
ça serait un accord qu'on appelle ça plurilatéral ou multilatéral. Et à ce titre, plusieurs États se concentreraient pour protéger une zone, ou du moins pour protéger les baleines avec des mesures particulières qu'ils décideront entre eux. Nadia Decker, de ces rencontres cette semaine à ce deuxième congrès mondial sur les baleines à bosse à La Réunion, un état des lieux sera sûrement effectué. Comment pourrait-on mettre à profit ces échanges pour les projets futurs ? Eh bien justement, il faut savoir que cette deuxième édition du congrès rassemble des scientifiques de nombreux pays, donc au niveau régional, mais également des scientifiques de pays beaucoup plus éloignés. Et donc l'idée, c'est de pouvoir les regrouper, les faire travailler ensemble et d'avoir un apport de données et un partage qui puisse ensuite être transmis pour alimenter le processus de décision politique, donc que ce soit au niveau national, mais y compris au niveau international, donc dans toutes les enceintes qui travaillent sur ces questions de cétacés au niveau régional et au niveau international, dont la CBI. Donc on a besoin effectivement de ces scientifiques et de la façon dont ils font passer ce qu'ils découvrent et ce qu'ils apprennent au niveau politique pour le processus décisionnel. Merci à vous, merci à toutes les deux d'être venus nous voir. Merci également à nos invités François-Xavier Meyer et Didier Robert pour leur présence. Nous vous donnons rendez-vous ce jeudi pour une nouvelle émission à l'occasion de ce deuxième congrès mondial sur les baleines à bosse à La Réunion qui se déroule, je vous le rappelle, au musée Stella à Saint-Leu, et retrouvez bien évidemment ETV La Réunion sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Merci de votre fidélité et à bientôt. Notre voyage commence de l'Antarctique vers les eaux chaudes de l'océan Indien. Des montagnes glacées, en passant par les côtes tropicales. Je te sens grandir. Je t'emmène dans ce paradis aux eaux claires, loin, très loin des dangers, dans ce havre de paix où nous sommes admirés, là où tu verras le jour. Ça y est, nous y sommes. Ouvre les yeux. Deuxième congrès mondial sur les baleines à bosse, du 3 au 7 juillet 2017 à Stella Matutina. Ensemble, soutenons le chemin des baleines au patrimoine mondial de l'UNESCO.